Le fantôme de l'opéra, Phantom of the Opera, un film américain de 1943 de Arthur Lubin, d'après le roman de Gaston Leroux, avec dans la distribution Nelson Eddy, Susanna Foster, Claude Rains, Edgar Barrier et Jeanne Farrar. Le sujet. Claude Rains vient d'être licencié de son emploi de premier violon de l'opéra. Cette situation l'affecte beaucoup, car elle va l'empêcher de continuer à payer les leçons de chant de Susanna Foster, dont il est le protecteur. En tuant un éditeur de musique qui refuse d'acheter ses partitions, Claude Rains se fait défigurer par une cuvette d'acide qui lui est lancée au visage. Se cachant dans les bas-fonds de l'opéra, il décide d'enlever Susanna Foster. Notre avis. Le fantôme de l'opéra est un roman feuilleton écrit par Gaston Leroux en 1909 qui connaîtra de nombreuses adaptations au cinéma. Et la première adaptation hollywoodienne en 1925 par la Universal marquera les esprits. C'est un classique des films d'horreur, avec notamment une interprétation spectaculaire du rôle principal par Lon Chaney, qui était exceptionnel par la qualité de son maquillage, qui était particulièrement effrayant. À la suite de ce succès, la Universal aura le projet de faire une version parlante, et puis, avec les progrès techniques, de faire une version parlante et en couleur. Alors, le projet commencé et annoncé pour 1935 ne trouvera sa réalisation finale qu'en 1943. Les décors grandioses de 1925 de la reconstitution de l'Opéra de Paris seront réutilisés pour cette version de 1943, mais la Universal va réécrire complètement l'histoire. On s'éloigne du film d'horreur pour pencher plutôt vers le mélo, et un mélo qui comprend de nombreuses séquences musicales. En effet, il s'agit d'un spectacle à gros budget destiné au plus large public, alors que les films d'horreur sont en général des films de série B à petit budget. On fera donc en sorte que le maquillage du rôle principal, du fantôme, ne soit pas trop effrayant. Ajoutons à cela que Claude Rains, qui a déjà joué l'homme invisible en 1933 pour la Universal, demande à ce que l'on voit quand même son visage et demande à ce que ce rôle ne soit pas trop marqué d'une manière négative. Ajoutons enfin qu'en 1943 nous sommes en guerre, il y a des blessés de guerre et il ne serait pas de très bon goût dans un spectacle grand public de montrer des visages défigurés et par trop effrayants. Évidemment, ce qui frappe en premier le spectateur de ce film, c'est le technicolor flamboyant typique des années 40, avec des couleurs primaires très vives. Ah, c'est sûr, on en prend plein les yeux. Les décors grandioses sont extraordinaires, on se croirait presque à l'Opéra de Paris, et les costumes de même sont très riches. Non, il y a beaucoup d'argent dans ce film, et ça se voit à l'écran pour la plus grande joie du spectateur. Et le charme de ce film, sa réussite, c'est que justement ce spectateur n'est pas écrasé par cette superproduction. En réalité, on va nous raconter une histoire simple, à échelle humaine, assez émouvante, puisqu'on penche vers le mélo et qu'on a effacé tout ce qui pouvait vraiment être effrayant ou sujet à controverse, puisque le film de 1925 suggérait une relation incestueuse entre le fantôme et la jeune fille. Par ailleurs, la mise en scène et le scénario sont très classiques dans leur forme, oui, puisque le film est découpé en 3 actes très distincts, et la mise en scène, je me répète, est un peu rigide, pour ne pas dire guindée, très académique. On étouffe un petit peu, mais heureusement, toute l'attention du spectateur est absorbée par ces décors extraordinaires et très riches. Le spectacle est presque plus dans la forme que dans le fond. On notera également que les acteurs sont très dirigés dans leur jeu, très encadrés, ce qui leur ôte bien sûr un certain naturel, même si Claude Rains, le fantôme, a suffisamment de talent pour pouvoir exprimer beaucoup de sentiments avec peu d'effets de jeu justement. C'est un acteur complexe, qui joue aussi bien les bons que les méchants, et qui convient parfaitement au rôle du fantôme.
Ce fantôme de l'opéra de 1943, chef-d'œuvre formel, chef-d'œuvre visuel, connaîtra un succès mérité auprès du public, malgré les critiques mitigées qui lui préféraient la version précédente de 1925. Succès commercial donc qui conduira la Universal à programmer une suite, mais qui sera malheureusement abandonné, un projet abandonné en raison de contraintes techniques et de contraintes liées à la distribution des rôles.